Malgré les hostilités, l'AIEA se rendra dans la centrale de Zaporijia. Kiev et Moscou s'accusent de frappes autour du site nucléaire. Des crimes contre l'humanité pourraient avoir été commis contre les Ouïghours en Chine. C'est ce qu'estiment les Nations Unies dans un rapport publié ce mercredi. Les 25 ans de la mort de la princesse Diana, marqués par des hommages à Paris et à Londres. Mais aucune cérémonie publique n'a été organisée par ses fils, William et Harry. C'est une mission à haut risque pour l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une équipe de 14 personnes est arrivée mercredi à Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, pour inspecter la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est au cœur des combats. Le chef de l'AIEA espère pouvoir établir une présence permanente sur le site. La mission va prendre quelques jours et si nous sommes en mesure d'établir une présence permanente, ou plutôt une présence continue, alors elle sera prolongée. Mais ce premier segment, pour ainsi dire, va prendre quelques jours, a déclaré Raphaël Grossi. Ce jeudi, Kiev a accusé Moscou d'avoir bombardé Energodar, la ville où se trouve la centrale de Zaporijia, compliquant l'accès des experts de l'AIEA. Pour certains, le pouvoir se résume aux missiles et aux armes nucléaires. Pour nous, le pouvoir est dans la philosophie, la mentalité, le sens et les mots, mais aussi dans les armements. J'espère que chaque pays, chaque institution et chaque communauté dans le monde comprend clairement ce que l'Ukraine vit actuellement, a déclaré le président ukrainien. Malgré les hostilités, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé avant le départ du cortège, situé à 120 km de la centrale, que la visite du site aurait bien lieu ce jeudi. Des cratères d'obus et des bâtiments détruits. Ici, près de Mykolaiv en Ukraine, les stigmates de la guerre sont bien visibles. Bombardés depuis des mois, ces villageois tout proches de la ligne de front attendaient la contre-offensive ukrainienne avec impatience. Parfois, on avait l'impression que les obus tombaient dans notre cour. Ces 2 derniers jours, les tirs étaient plus lointains. Mais on craint toujours qu'ils se rapprochent à nouveau. Nous avons longtemps attendu cette contre-offensive pour que les Russes soient repoussés et qu'il y ait moins de bombardements ici. Nous pensons à comment améliorer nos conditions de vie. Mais que pouvons-nous faire? Comment améliorer notre vie alors qu'on ne sait pas si nous allons être bombardés dès demain? Des bombardements qui montrent que les forces de Kiev tentent de reprendre le sud de l'Ukraine, une région essentielle pour l'agriculture du pays et limitrophe de la Crimée. Si la situation est difficile à évaluer sur le terrain depuis le début de la contre-offensive, 4 villages auraient été libérés près de Kherson, selon des sources anonymes. Mais selon Moscou qui souhaite minimiser la menace ukrainienne, la zone est toujours sous le contrôle de son armée. La Russie lance ce jeudi une série de manœuvres militaires en collaboration avec la Chine dans l'extrême-orient russe. Cette démonstration de force devrait impliquer plus de 50 000 troupes, 140 avions et 60 navires de guerre. Une manière pour la Russie de démontrer que même après 6 mois de guerre en Ukraine, elle peut encore se permettre le luxe d'employer une partie de son armée dans des exercices. Sans aucun doute, le fait de mener des exercices alors que nous sommes en guerre montre que les dirigeants russes veulent prouver que tout va bien et se déroule comme prévu, que le pays et les forces armées disposent des ressources nécessaires pour gérer à la fois l'opération militaire spéciale et des exercices avec un contingent assez important. Ces exercices sont aussi un symbole du rapprochement stratégique entre Pékin et Moscou, en opposition avec les États-Unis. La Chine avait notamment refusé de condamner son voisin pour l'invasion de l'Ukraine, tout comme la Russie avait soutenu Pékin au moment des récentes tensions autour de Taïwan. Les manœuvres militaires sont menées en collaboration avec la Chine, mais aussi d'anciennes nations soviétiques, ainsi que plusieurs pays asiatiques comme l'Inde ou le Laos. Sur la terre et sur la mer, les entraînements de Vostok 2022 se tiendront du 1er au 9 septembre. Ce rapport choc était attendu. Les Nations Unies ont publié ce mercredi un document sur les violations des droits de l'homme dans le Xinjiang. Cette région du nord-ouest de la Chine est tristement connue pour la persécution de milliers de Ouïghours en raison de leur religion. Si le rapport ne semble pas comporter de nouvelles révélations, il apporte le sceau des Nations Unies aux accusations portées contre Pékin. Crimes contre l'humanité, torture, violences sexuelles, travail forcé dans des champs de coton, cette minorité musulmane est persécutée et détenue de façon arbitraire et discriminatoire.
L'Organisation des Nations Unies appelle donc la communauté internationale à agir d'urgence. Pourtant, cela fait déjà plusieurs mois que certains pays accusent Pékin de génocide, un mot qui n'apparaît pas dans le rapport. Certaines études occidentales font également état de stérilisation et avortements forcés aux Ouïghours. De son côté, la Chine est furieuse. Elle considère que le document auquel elle s'était fermement opposée est basé sur de la désinformation et des mensonges. Pékin accuse également Michelle Bachelet de se mêler des affaires intérieures du pays. Pour sa part, après avoir publié le rapport in extremis avant la fin de son mandat, la haut-commissaire aux droits de l'homme s'est défendue d'être trop indulgente envers Pékin, estimant que dialoguer ne signifie pas fermer les yeux. Les inondations au Pakistan ont de nombreuses conséquences. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le risque d'apparition de maladies liées à l'eau, comme le paludisme, la dengue ou le choléra. L'OMS a annoncé qu'elle dégagerait 10 millions de dollars d'un fonds d'urgence pour aider le Pakistan. Le pays fait face aux pires inondations de son histoire qui ont causé la mort de plus de 1100 personnes depuis le mois de juin. À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, c'est un échec de mauvais augure pour les républicains. Malgré le soutien de Donald Trump, Sarah Palin, ancienne gouverneure de l'Alaska, a perdu l'unique siège de cet État à la Chambre des représentants. C'est donc la démocrate Mary Peltola qui représentera l'Alaska jusqu'aux élections du 8 novembre, lorsque la totalité des sièges seront remis en jeu. En Égypte, un pétrolier a bloqué pendant quelques heures le canal de Suez mercredi soir. Un incident causé par une avarie technique au niveau du gouvernail ayant entraîné une perte de contrôle du navire. 5 véhicules de remorquage ont été nécessaires pour remettre le pétrolier à flot. Le navire battant pavillon singapourien mesure 250 mètres de long et 45 de large. Il se dirigeait vers le port saoudien de Yanbu. L'Italie a retenu l'offre associée à Air France KLM et Delta Airlines pour le rachat de ITA Airways, anciennement Alitalia. Cette offre, soutenue par le fonds d'investissement américain Certares, a été jugée plus conforme aux objectifs fixés par l'État que celle de l'armateur italo-suisse MSC et son allié allemand Lufthansa. Ils étaient jusqu'ici considérés comme favoris dans la course au rachat de la compagnie publique italienne. Oscar Pistorius a entamé une procédure pour bénéficier d'une libération conditionnelle. L'ancien athlète sud-africain a été condamné à 13 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Le champion paralympique, aujourd'hui âgé de 35 ans, a purgé plus de la moitié de sa peine, ce qui le rend éligible à une libération anticipée. Aucune date d'audience n'a encore été fixée, a annoncé son avocat, sans donner plus de détails. Des milliers de pubs britanniques comme celui-ci risquent de mettre la clé sous la porte si rien n'est fait. C'est la mise en garde de plusieurs leaders du secteur, adressée dans une lettre ouverte au gouvernement ce mardi. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, les brasseurs subissent de plein fouet la hausse du coût de l'énergie. J'ai vu des gens dire qu'ils s'attendaient à ce que leur facture explose de 100 à 300%, voire 400% dans certains cas. En Grande-Bretagne, l'inflation a récemment franchi la barre des 10%, un record depuis 40 ans. Mais contrairement aux ménages, les entreprises ne bénéficient pas du plafond tarifaire sur les prix de l'énergie. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là pour les pubs. Le coût de certaines matières premières a bondi. Nous constatons une augmentation des prix de certaines de nos matières premières, comme les céréales que nous utilisons pour fabriquer nos bières. Je pense aussi au houblon, par exemple. Alors que l'industrie peine encore à se relever des conséquences de la pandémie, les fermetures risquent de se multiplier. Selon une récente étude, il n'y a jamais eu si peu de pubs outre-Manche. Le Danemark accueille cette année les 4e championnats d'Europe de stand-up paddle, une compétition placée sous le signe du respect de l'environnement. Pour preuve, les médailles décernées au cours de la compétition ont été fabriquées à partir de déchets retrouvés sur les plages. Au total, 230 athlètes de 16 pays européens s'affrontent et la France occupe pour le moment la tête du classement. La longue distance a été remportée par Titouan Pouillot qui s'est offert son 4e titre européen en bouclant la course de 15,5 km en un peu plus d'1h20. Son compatriote Noik Gariou le talonne et s'offre même une avance de 24 secondes sur le 3e, le Danois Christian Andersen qui concourt à domicile sur cette belle côte ouest du Danemark. Les Espagnols se sont aussi illustrés avec une victoire en longue distance chez les dames mercredi. L'Espagne est à la 2e place du classement provisoire des nations. Après le repos de ce jeudi, les finales de la Technical Race sont programmées vendredi après-midi.
La compétition s'achèvera samedi avec le relais.